Elle n'est pas couchée et pour cause. Depuis septembre 2011, cette jeune journaliste et essayiste forme avec Audrey Pulvar un duo de choc remplaçant Zemmour et Nolot dans l'émission culte de Laurent Ruquier. Le grand public la découvre alors, une femme souriante dans la forme, ferme dans ses propos et qui prend position. Je vous propose aujourd'hui une émission placée sous le thème de l'engagement et de l'éducation aussi. Et puis je vous propose surtout de découvrir qui est réellement Natacha Polony. Natacha, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir dans VIP. C'est un plaisir. 52 minutes pour apprendre à vous découvrir. Je voulais revenir d'abord à Ruquier parce que c'est ce qui fait aussi que le grand public vous a découverte. On sait que la télévision a un pouvoir impressionnant. Pourquoi vous avez accepté cette aventure ? Parce que très franchement, quand on vous propose quelque chose comme ça, j'aurais eu mauvaise grâce à refuser. Il me semble impensable, dans la situation où j'étais, de refuser. J'aime le débat, j'aime défendre des idées, et on me propose l'émission où, par excellence, on peut débattre, polémiquer, défendre un point de vue original. Pourquoi j'aurais dit non ? Il a une idée de génie, je trouve, Ruquier, de mettre deux femmes à la place des deux hommes. Deux femmes qu'on n'attendait pas forcément, parce que je trouve qu'Audrey Pulvar, on la découvre aussi dans un autre rôle, avec un duo qui fonctionne très très bien. Et voilà, c'était quand même deux jolies femmes, tant qu'à faire, hein, c'est de la télé. Voilà, c'est quelque chose qui, dès le début, a pris. Je pense qu'on était tous devant notre écran pour la première en septembre, de On n'est pas couché. Et ça a marché tout de suite. C'est surtout que ce n'était pas évident, parce que Zemmour et Nolot avaient inventé quelque chose qui n'existait pas en télé avant. Dans aucune autre émission, il y a ce format-là, avec des chroniqueurs polyvalents qui parlent de tout, qui donnent leur avis sur tout. Ils avaient inventé ça, donc refaire quelque chose qui ne soit pas une pâle copie, c'était assez compliqué. Il me semble qu'on commence vraiment à être rodé et à fonctionner en duo. Vous avez une liberté totale dans vos propos ? Oui, totale. Vous ne vous censurez pas ? Non. C'est un peu le luxe en fait. Mais c'est génial. Mais franchement, on a une position, on a une liberté qui n'existe que très rarement ailleurs en télévision. D'abord parce qu'on a le temps, l'émission est très longue. Ensuite parce que justement, on n'est pas là en tant que journaliste. On est là, et c'est la seule chose que nous a dit Catherine Barma, la productrice, c'est soyez vous-même. Voilà, vous avez été prise pour ce que vous pensez, ce que vous défendez, donc allez-y. C'est le luxe absolu. Alors, vous n'allez pas le croire, chers amis téléspectateurs, mais il y a une vie avant Ruquier. Ainsi, quand même, il y a quand même une vie avant Ruquier. On va expliquer un petit peu votre parcours. Je parle déjà de votre parcours professionnel, on ira sur le personnel un petit peu plus tard. Vous avez une agrégation de lettres modernes et puis alors aussi un DEA de poésie. Oui. C'est toujours très étonnant quand on lit quelque chose comme ça. C'est quoi un DEA de poésie contemporaine ? C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant... Alors, j'avais fait une maîtrise avant sur Yves Bonnefoy, qui est sans doute le plus grand poète contemporain. Et donc, j'ai travaillé ensuite sur un DEA, sur la métaphore de l'exil et de l'errance dans la poésie après 1945. Et en fait, c'est une réflexion sur le fait que on trouve dans la poésie du XXe siècle cette thématique très puissante, l'idée que l'homme est exilé sur la terre. C'est l'idée qu'après la mort de Dieu, la parole poétique devient beaucoup plus complexe parce qu'elle n'est plus justement reliée à un sacré, elle n'est plus confirmée par Dieu. Et du coup, il faut réinventer quelque chose. Le poète se sent exilé et c'est dans le langage lui-même, dans la parole poétique qu'il trouve sa patrie. Vous allez peut-être pouvoir répondre à une question que je me pose. Il m'arrive de recevoir dans cette émission, Natacha Polony, des écrivains et puis aussi des poètes, mais la poésie, aujourd'hui, n'a aucune place en télévision. Ni en place dans les médias, ni en édition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un livre de poésie, un ouvrage de poésie se vend maximum à 300 exemplaires. À part des classiques, la collection Gallimard, Poésie Gallimard, a réussi à se créer une place, mais malheureusement, déjà, si tous les gens qui écrivent de la poésie en France lisaient les livres de poésie, ils vendraient plus, mais ça n'est pas le cas. Donc oui, la poésie, c'est malheureusement coupé de son public, alors même qu'il y a un attrait, il y a une attente du public, mais sans doute parce que la poésie est devenue très éthérée, elle parle beaucoup d'elle-même. Il y a une forme de nombrilisme comme dans toute une partie de l'art contemporain et elle ne sait plus justement parler simplement et parler du monde.
Et pourtant, elle a sans doute beaucoup à nous dire, même si elle doit se remettre en cause, hein, c'est ce qu'on entend dans vos propos. Elle a peut-être sans doute beaucoup à nous dire de la société dans laquelle on vit et dont on va parler aujourd'hui aussi avec vous. Mais voilà, moi je la trouve très absente du débat en tout cas. Oui, même si j'ai tendance à penser que c'est le roman qui parle de la société, qui parle du monde tel qu'il est. La poésie est une parole beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus fondamentale ou en tout cas essentielle. Elle parle de l'essence des choses. Elle essaye de dire le monde, de dire le monde tel qu'il est et notre lien avec on va dire, avec l'immanence et la transcendance. C'est ça la poésie. C'est comment rendre compte du fait que nous sommes ici, maintenant, que nous existons et que les sensations qui sont les nôtres nous font ressentir que nous appartenons à une totalité. Je disais en introduction que cette émission allait être notamment sous le signe de l'engagement. J'ai envie de dire de l'engagement et du dégagement aussi, parce que vous avez enseigné, vous avez assez jeune, enseigné à Épinay-sur-Seine, et vous avez démissionné très rapidement. Comme quoi, des fois, pour s'engager, il faut peut-être se dégager avant tout. Je trouve que démissionner après si peu de temps, c'est un geste fort, hein, c'est pas un geste anodin, et c'est une manière tout de suite, je disais voilà, femme de conviction, ça se pose là, dès le début. Oui, d'autant plus que je n'ai pas démissionné parce que je n'étais pas bien à enseigner dans ma classe. D'ailleurs, j'ai continué à enseigner ailleurs, en école de commerce, en école d'ingénieur, parce que le fait de transmettre, j'adorais ça. Mais c'est vrai que j'ai démissionné pour diverses raisons, mais entre autres parce que les réformes qui ont été prises, on était en 99, 2000, c'était l'époque où Claude Allègre était ministre de l'Éducation nationale, et ce qu'on a fait de l'enseignement de la littérature à l'école ne me convenait pas. C'était pour moi la mort de la transmission d'une culture, d'un savoir. C'était une instrumentalisation de la littérature dans le but d'enseigner la communication, d'enseigner l'argumentation, etc. Mais transmettre à des jeunes gens leur patrimoine culturel, le patrimoine littéraire comme quelque chose qui est beau et qui va changer leur vie, ça n'avait plus sa place au lycée. Est-ce que ça vient de ce moment-là, de cette, entre guillemets, rupture avec l'éducation nationale, votre engagement pour l'éducation? Parce que vous êtes auteur de plusieurs livres, je vais les citer si vous le voulez bien, sur l'éducation. Il y a eu un premier livre, Nos enfants gâchés, petit traité sur la fracture générationnelle. Donc là, on est en 2005. Après, il y a eu des propositions. Monsieur le Président, Madame le Président. C'était en 2007, il y avait Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Donc j'avais mis Monsieur ou Madame le Président, si vous osiez, 15 mesures pour sauver l'école. Donc là, on est dans des propositions concrètes, effectivement, en pleine campagne. 2008, L'homme et l'avenir de la femme. Et puis alors, est sorti l'année dernière, en 2011, Le pire est de plus en plus sûr. Enquête sur l'école de demain, qui est un livre d'anticipation, on va dire. Vous faites un exercice d'anticipation, vous nous racontez l'école en 2020, telle qu'elle pourrait être. Telle qu'elle sera. Telle qu'elle sera, quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle. Mais ça fait super peur en fait ce que vous racontez. C'est un moment, je ne sais plus, il y a un titre de chapitre, c'est Rêve ou cauchemar sur 2020, et on suit 2 enfants de la même famille qui sont à l'école. Et moi je me dis, ah non, moi mes enfants ils ne seront pas dans cette école-là, quoi, c'est pas possible. Mais on va vers ça tout droit, et je me suis battue depuis des années justement pour qu'on n'arrive pas à cette extrémité-là qui est en fait le remplacement de l'école républicaine par autre chose. C'est-à-dire que, en gros, l'école républicaine telle que l'ont conçue les fondateurs, que ce soit d'abord Condorcet et ensuite Jules Ferry, c'est l'idée que par la transmission de savoirs considérés comme universels, on va émanciper les individus, et du coup ils seront des citoyens qui pourront choisir leur destin. Ça, alors, je pense que c'est terminé. On va peut-être raconter déjà, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre et que j'encourage à lire, c'est 1001 nuits, l'éditeur, c'est un essai. Racontez-nous un peu ce cauchemar, on va dire, de l'école en 2020, comment on pourrait le résumer? On peut le résumer très simplement, c'est-à-dire qu'à force de dégrader le système, c'est-à-dire à force de faire en sorte qu'on ne sache plus apprendre à lire, à écrire, à compter aux enfants, qu'on se focalise sur des faux problèmes, eh bien... C'est quoi un faux problème? Faux problème, c'est-à-dire que, par exemple, actuellement, la mode est d'expliquer que ce n'est pas un problème de méthode. Vous savez, si les gamins... Attendez, vous me dites ça à moi,
qui suit, pardon, excusez-moi, je vais prendre position, mais alors moi, la méthode globale, ça m'horripile. Quand on a des enfants, je veux dire, ils sont confrontés à ça, méthode globale, méthode semi-globale, etc. Méthode syllabique, c'est un peu la guerre. Voilà, quoi, c'est... Tous les parents que je croise sont horrifiés de voir. L'autre jour, je croisais un père qui me disait, mais c'est quand même curieux, ma fille est en grande section de maternelle, elle ne sait pas encore, elle ne comprend pas les syllabes, et l'instit veut qu'elle sache reconnaître le mot skateboard. Mais à quoi ça lui sert ? 98% aujourd'hui des instituteurs pratiquent une méthode à départ global, méthode semi-globale, mais ça donne de mauvaises habitudes. Bon, eh bien ça, je peux vous dire que les politiques de droite comme de gauche qui s'occupent de l'école vous expliquent maintenant que c'est pas grave. C'est plus le problème. Le problème, c'est l'autonomie des établissements, le travail en équipe. Et comme par magie, en faisant travailler en équipe les professeurs qui vont prendre en petits groupes les élèves, tout ça va se régler. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au lieu de traiter les méthodes, on traite la structure de l'école. Et on traite la structure pour aller vers plus d'autonomie. Alors l'autonomie, si ça redonne de la dynamique, je veux bien. Le problème, c'est que dans l'état actuel du système, ça risque surtout de creuser les inégalités. Et on risque d'arriver à ce que je décris dans le livre, à savoir que justement, à force d'aller dans cette logique-là, eh bien, on fait éclater le système, c'est-à-dire qu'on en arrive à ce qui existe d'ailleurs sous forme de proposition, chèque éducation, choses comme ça, c'est-à-dire qu'en gros, on donne aux parents l'argent équivalent au prix de la scolarité de leur enfant, libre à eux d'inscrire leur enfant où ils veulent. Avec une scolarité à la carte, en fait. Voilà. Oui, et ça veut dire la mort de la communauté nationale. Parce que tout simplement, c'est que chacun donne l'éducation qu'il veut à ses enfants, oui, mais il faut une structure commune, sinon nous n'avons plus rien à partager. Alors, Natacha Polony, je vous nomme ministre de l'Éducation nationale. C'est un peu jeune, mais pourquoi pas. Vos 3 premières mesures. Allez, rêvez un peu. C'est très difficile de parler en ces termes-là parce que je crois qu'il faut concevoir, il faut penser en système. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de 3 mesures qui vont changer tout. Il faut penser de façon globale une conception cohérente de l'école. Mais bon, si on voulait, je pense qu'il faut absolument justement identifier les méthodes qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Donc, honnêtement, regardez quelles sont les méthodes qu'utilisent les professeurs et quels sont les résultats 1 an après, 2 ans après, 3 ans après. Ça n'a pas été fait, ça ? Non, jamais. D'accord. Mais non. D'accord, okay. Mais non, je connais un prof de banlieue qui fait ça dans son collège, puisqu'il, en gros, il travaille à réapprendre à lire à des gamins de 6e, 5e, 4e, 3e. Qui ont loupé le coche. Mais c'est pire que ça, c'est-à-dire que si vous allez voir les dictées qu'il leur fait, les enfants n'entendent pas les sons, parce qu'ils ne connaissent pas la correspondance entre les sons et les graphèmes, les lettres. Donc c'est une catastrophe. Et bien lui, tout simplement, il leur demande, mais vous avez utilisé quoi comme méthode de lecture ? Et là, les résultats sont... Il remonte la source. Donc ça, c'est la première mesure. Deuxième mesure. Deuxième mesure, du coup, on conçoit une formation des professeurs en fonction de ça. Je crois à la liberté pédagogique, mais je crois qu'il faut donner le choix. Il n'y a pas de liberté sans choix. Donc il faut leur montrer toutes les méthodes, leur apprendre quels sont les intérêts des uns et des autres, et après, ils jugeront. D'accord. Et surtout, je crois que dans cette formation, il faut accorder une place absolument immense à la formation des professeurs de maternelle. Or ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune spécificité aujourd'hui de l'enseignement en maternelle. Et d'ailleurs, en CP non plus, vous savez que vous pouvez, même du temps des IUFM, avant la fameuse suppression, la réforme de la masterisation, même avant ça, vous pouviez arriver comme instituteur de CP sans avoir jamais travaillé dans votre formation sur l'apprentissage de la lecture. Ce qui est quand même ahurissant. Bon, et bien la maternelle, c'est pareil. Autrefois, il existait un corps spécifique des inspecteurs de maternelle, ça a été supprimé. Pourquoi ? Je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose d'être instituteur pour un enfant de 5 ans, de 6 ans, et d'être instituteur en CM2. Et donc, troisième règle, enfin troisième préconisation que vous feriez comme ministre de l'Éducation nationale, Natacha Polony ? On va changer de registre. Ouais. Là, on se transpose au collège. Et on va instaurer une règle qui consiste à dire qu'un élève qui est exclu d'un établissement doit trouver par lui-même son nouvel établissement. Ça n'a l'air de rien, mais vous savez qu'aujourd'hui, quand un principal de collège veut exclure un élève qui a évidemment dépassé les bornes, c'est à lui de lui trouver un nouvel établissement.
Ce qui signifie que, évidemment, une déresponsabilisation et de l'élève et des parents totale, qui fait que, et voilà. les principaux de collège en sont à se troquer les éléments perturbateurs. Tu me prends celui-là, je te prends celui-là. Autant dire que c'est comme si on suppliait les enfants de bien vouloir gentiment venir à l'école. Il faut renverser cette charge-là. Il faut justement leur prouver que c'est une chance et que c'est à eux de se battre pour venir à l'école. Et là, peut-être qu'on leur donnera conscience que c'est quelque chose d'essentiel. Alors, est-ce que il y a une question à laquelle on n'a pas répondu et que je vous ai posée, c'était pourquoi l'éducation vous a intéressé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors j'ai pas précisé que vous étiez journaliste aussi au Figaro maintenant, après être passé à Marianne, qu'est-ce qui fait que l'éducation c'est devenu votre domaine de prédilection? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Évidemment que je suis devenue journaliste sur les questions d'éducation parce que j'avais enseigné, j'avais été prof. Et donc, quand je suis arrivée dans le journalisme, on m'a dit formidable, vous connaissez le sujet, allez-y. Mais parce que c'était un sujet qui, moi, me tenait à cœur. En fait, si je réfléchis un peu au parcours que j'ai fait, j'aurais pu rester à l'université, après mon DEA, faire une thèse sur la poésie contemporaine et travailler sur un sujet que moi, je trouvais absolument passionnant, mais dont je me suis dit un jour qu'en fait, moi, il m'apportait un plaisir narcissique et je trouvais ça d'une beauté extraordinaire, mais en gros, c'est un sujet qui intéressait 10 personnes au monde, ultra précis. Voilà, en quoi ça sert la collectivité, exactement. Quoi. Un jour, je me suis dit, mais à quoi je sers Bon. Et c'est pour ça que j'ai préféré plutôt bifurquer vers l'agrégation, donc vers l'enseignement. Même si je n'avais pas forcément l'intention de ne faire que de l'enseignement. Mais l'idée, c'était ça. Et c'est quand je me suis retrouvée, j'arrivais donc avec mes convictions, à savoir que moi, j'avais grandi dans une famille où on m'avait appris justement qu'il fallait être utile, servir aux autres, rendre à la société ce qu'elle vous avait donné, tout simplement. Et vous étiez quel genre de petite fille, vous ? Alors j'étais une petite fille d'une sagesse absolument totale. Presque suspecte alors. Oui, assez... Les petites filles trop sages, c'est un peu inquiétant quand même. Assez renfermée et timide. Ouais. Parfois quand même un tout petit peu impertinente, mais sans beaucoup d'amis. Donc j'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque de l'école à lire parce que j'avais rien d'autre à faire. Et oui, j'étais surtout une petite fille vraiment très timide. Très solitaire. Donc vous aviez des frères et sœurs ? 2 frères, un grand et un petit. D'accord. Donc avec des relations quand même, de fraternité, avec des compagnons de jeu, quoi. Bien sûr, et des liens très forts. Je vous imagine très bonne à l'école. J'étais plutôt bonne élève, à part un passage à l'adolescence. Je préférais dessiner, je dessinais beaucoup en classe. Je dessinais, j'écrivais un grand roman de chevalerie, mais je n'étais pas forcément très attentive en classe. Mais c'est vrai que j'étais plutôt bonne élève parce que... plutôt intéressée par les choses, voilà. Parce qu'ils vous entouraient. C'est indiscret de vous demander ce que faisaient vos parents comme métier ? Mes parents sont médecins. D'accord. Ils étaient un peu médecins libéraux. Voilà. Avec aucune envie pour vous de suivre la voie, enfin moi que vos frères et eux enquillaient derrière. Mais en fait, j'ai d'ailleurs fait une terminale scientifique parce que je voulais faire médecine pour être psychiatre. Et puis finalement, je me suis dit que très honnêtement, quand on regarde, j'étais plutôt littéraire et après tout, pourquoi s'obstiner à vouloir faire médecine? Mais bien sûr, oui, je voulais. Et vous avez été élevé dans ces valeurs-là, donc voilà, on doit être utile à la société. Oui, mais mes parents des valeurs de travail, estimaient qu'ils avaient fait médecine parce que c'était un métier à vocation, parce que c'était un beau métier où on était au service des autres. Et cette notion, cette idée qu'il fallait servir et non pas se servir, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment et qui était très très important dans l'éducation que j'ai reçue. Ça, et puis l'idée de la méritocratie républicaine, même si c'était pas exprimé comme ça, je le traduis comme ça après, mais c'était l'idée que quand on travaille, on est récompensé. Et que c'est par son travail qu'on s'élève, qu'il faut apprendre et qu'il faut accomplir sérieusement sa tâche, respecter les lois, respecter les règles. Il y avait une très grande rigueur. Vous trouvez que ça existe toujours, ça, la méritocratie? Forcément, quand on travaille, on est récompensé. Moi, j'ai l'impression que c'est plus très vrai. On est dans une société qui ne respecte absolument pas ça. Mais sauf que, justement, je refuse d'accepter cet état de fait. Moi, très franchement, j'estime que cet idéal républicain qui n'a jamais été totalement atteint,
c'est quand même un idéal formidable. Et je me battrai toujours pour justement qu'on tende vers cet idéal, c'est-à-dire vers l'idée qu'on va reconnaître les mérites des individus, parce que si on ne reconnaît pas ça, si on n'attribue pas les postes, les responsabilités en fonction des mérites, alors on les attribue en fonction de quoi? En fonction de l'argent, en fonction de la naissance, et bien ça je refuse. Voilà. En fonction des réseaux, en fonction de tout un tas de choses. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est injuste. Il y a des inégalités, mais je préfère que ces inégalités soient fondées sur le travail, les efforts, plutôt que sur d'autres choses. Vous avez eu la gentillesse d'amener des textes, des lectures, et notamment je vois un papier blanc plié en deux là, et dans la loge, vous m'avez dit, alors ça, il faut que tout le monde connaisse ce texte, ça démarre mal avec moi parce que je ne le connais pas. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce petit texte que vous avez apporté? Ce texte, c'est la lettre de Gargantua à Pantagruel, dans le Pantagruel de Rabelais. Il n'y en a qu'une partie là, mais c'est un texte qui pour moi est fondamental parce qu'il résume ce qu'est l'humanisme, c'est-à-dire cette idée que l'être humain, quand il développe son savoir, devient un peu plus humain et conquiert sa dignité. Et donc cette lettre-là, je crois qu'il faudrait que tous les professeurs la lisent à leurs élèves, que tous les parents la lisent à leurs enfants, parce que la transmission, c'est ça. Et c'est une forme à la fois d'exigence et d'ouverture, de grande ambition et de joie. Je la trouve formidable. Vous voyez, ça peut en lire un paragraphe ou voilà, les lignes qui vous paraissent les plus percutantes. Pour cette raison, mon fils, je te conjure d'employer ta jeunesse à bien profiter, en études et en vertu. Tu es à Paris, tu as ton précepteur Épistémon. L'un par de vivantes leçons, l'autre par de louables exemples peuvent bien t'éduquer. J'entends et veux que tu apprennes parfaitement les langues. D'abord le grec, comme le veut Quintilien, puis le latin et l'hébreu pour l'écriture sainte, le chaldéen et l'arabe pour la même raison. Pour le grec, forme ton style en imitant Platon et Cicéron pour le latin. Qu'il n'y ait aucun fait historique que tu n'aies en mémoire, ce à quoi t'aidera la cosmographie établie par ceux qui ont traité le sujet. Des arts libéraux, la géométrie, l'arithmétique et la musique, je t'ai donné le goût quand tu étais encore petit, à 5 ou 6 ans. Continue et deviens savant dans tous les domaines de l'astronomie. Mais laisse-moi de côté l'astrologie divinatrice et l'art de Lul qui ne sont que tromperies et futilités. Du droit civil, je veux que tu saches par cœur tous les beaux textes et me les commentes avec sagesse. Quant à la connaissance de la nature, je veux que tu t'y appliques avec soin. Qu'il n'y ait mer, rivière ou source dont tu ne connaisses les poissons, tous les oiseaux de l'air, tous les arbres, arbustes et buissons des forêts, toutes les herbes de la terre, tous les métaux cachés au ventre des abîmes, les pierreries de tout l'Orient et du Midi, que rien ne te soit inconnu. Et je passe un petit peu, il lui parle des Écritures qu'il faut connaître bien sûr, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, les Épîtres, etc. Et ensuite cette phrase que nous connaissons tous sans l'avoir vraiment tous lue, mais parce que selon le sage Salomon, la sagesse n'entre jamais dans une âme méchante et que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, il te faut servir, aimer et craindre Dieu et en lui mettre toutes tes pensées et tout ton espoir et par une foi faite de charité, t'unir à lui de manière à n'en être jamais séparé par le péché, etc., etc. Et je crois que lire ce texte, c'est avant tout comprendre que la curiosité intellectuelle est le bien le plus précieux que nous ayons. C'est d'une sacrée exigence. Hein. Mais bien sûr que c'est d'une sacrée exigence, mais c'est formidable, surtout parce que ça nous montre qu'il ne faut pas se restreindre à un domaine. Vous voyez, il lui dit de connaître la terre, de connaître ce qui l'entoure, de connaître les fleuves, de connaître les mers, la nature. Ça, c'est ça véritablement, comprendre le monde. Et du coup, le maîtriser, le posséder, ou en tout cas pouvoir le penser. Est-ce qu'il y a une phrase là, qui m'a percuté à l'oreille, est-ce que vous aimez, servez et craignez Dieu? Je dirais que je suis athée de culture catholique. C'est-à-dire que, quand je dis athée, pas athée militante, plutôt agnostique virant vers l'athéisme. C'est-à-dire que j'ai tendance à penser... C'est une petite nuance là, oui, j'ai tendance à penser que, évidemment, nous ne maîtrisons pas ces choses-là, nous ne savons pas. Pour ma part, je crains de n'avoir pas la foi. Mais j'ai été élevée dans une culture catholique très profonde. Donc vos parents sont croyants? Pas du tout. Non. Mes parents m'envoyaient à la messe sans y aller eux-mêmes parce qu'ils ne croyaient pas. Mais ils estimaient que ça fait partie de notre culture et que c'est essentiel de savoir cela. Mais je pense que ma mère est culture plutôt hors sol, du genre, vous voyez, alors elle pour le coup véritablement athée, mais janséniste athée. C'est-à-dire très exigeante, mais il faudrait quand même pas non plus qu'on se console en pensant qu'il y a une vie après la mort. Mais alors comment on grandit? Parce que c'est un peu bizarre quand même d'être envoyé à la messe tout en n'y croyant pas. Donc vous avez fait quoi? Vous avez fait du catéchisme
quand même. Oui, bien sûr. Vous avez fait tout ça. Oui, j'ai fait tout ça. Il y a quelqu'un dans la famille qui vous a transmis j'ai même un peu vers 15 ans une forme de crise mystique. C'est là que je me suis mis à écrire un roman de chevalerie. Voilà, parce que j'étais profondément croyante à l'époque. D'accord. J'ai perdu la foi, mais je n'ai pas perdu cette idée que le texte le plus révolutionnaire au monde est sans doute le Sermon sur la montagne. C'est-à-dire que philosophiquement, je trouve la parole de Jésus, la prédication de ce type qui était comme ça une sorte d'illuminé juif, quelque chose d'extraordinaire. On va recevoir du courrier là, hein. Jésus, un illuminé juif. Mais oui, mais parce que c'est ça qui est formidable. Après, on peut croire qu'il est réellement le Fils de Dieu, mais il regrandit dans un contexte juif, dans une époque où le judaïsme vivait une sorte d'effervescence intellectuelle, avec énormément justement de sectes, de différentes interprétations du judaïsme, et c'est dans ce contexte-là que naît Jésus, qui apporte quelque chose de profondément nouveau. Et qu'est-ce qui vous plaît, peut-être une phrase plus particulière dans le Sermon sur la montagne, enfin, voilà, est-ce qu'il y a des mots plus précisément qui accrochent votre esprit? C'est cette façon de reprendre systématiquement la loi, c'est-à-dire les 10 commandements, pour en pousser la logique jusqu'au bout. C'est-à-dire que non seulement, comme toutes les religions, celle que prêche Jésus est une façon d'éradiquer la violence, mais c'est non seulement l'éradiquer socialement, mais éradiquer la violence en soi. C'est un dépassement absolu. Si on te frappe sur la joue droite, t'as encore la gauche, c'est quelque chose d'absolument immense, parce que c'est indépassable, parce que si vraiment tout le monde appliquait cela, mais mon Dieu, mais est-ce qu'on vivrait bien? Alors voilà, c'est ça que je trouve intéressant. Est-ce qu'il y a des grands personnages de la chrétienté qui vous ont particulièrement attiré par leur discours, même si donc, vous ne croyez pas ce côté au niveau de la foi, mais qui vous ont attiré par leur discours, je sais pas moi, des grands saints, des papes, des femmes, enfin voilà, est-ce que vous avez quand même des références à ce niveau-là qui vous nourrissent? D'abord, j'ai grandi avec l'image, puisque je suis de cette génération-là, l'image de Jean-Paul II, qui était un personnage absolument incroyable dans sa façon d'incarner un catholicisme ouvert, un catholicisme vivant. J'ai lu évidemment Saint Augustin, même si ce n'est pas forcément lui qui m'a attiré le plus dans le christianisme. Encore une fois, je suis plutôt attirée par la lettre même du christianisme, à savoir les évangiles, la parole pure de Jésus, plutôt que la déclinaison qui en a été faite ensuite. Après, je peux m'intéresser aussi bien au jésuitisme que Madame et Maria, un basque, il faut quand même expliquer un petit peu les choses. Oui, un basque, donc évidemment une influence très forte du jésuitisme, puisque saint Ignace de Loyola était basque, de même que d'ailleurs saint François Xavier. Il y a tous les disciples après de saint Ignace. Voilà. Mais évidemment, les Basques sont profondément christianisés, tardivement mais profondément christianisés, et le jésuitisme est né là. Donc finalement, c'est pas vos racines basques, ce sont celles de votre époux, mais vous retrouvez quelque part cette foi catholique qui, sans être la vôtre, vous accompagne tout au long de votre vie. Ce qui m'intéresse d'ailleurs chez les jésuites, là aussi je pense que ça va faire hurler, mais il y a quand même un tout petit peu de ça. Moi je vous renvoie le courrier, Natacha. C'est cette idée que ce qui compte, c'est l'application de l'évangile sur terre. Et finalement, on perçoit un petit peu qu'après tout, que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, c'est pas si grave. Ce qui compte, c'est qu'on applique les évangiles. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant comme démarche. Enfin, si Dieu existe ou n'existe pas, c'est pas si grave. Ça, je vous le laisse de votre côté, parce que c'est pas exactement ce que moi je... Ça change beaucoup de choses, mais ça change quelque chose intimement et pour plus tard. Mais dans notre vie, là, ce qui compte, c'est quand même l'application. Vous avez 2 enfants en bas âge. Est-ce que ça a changé votre façon de voir la vie, votre façon peut-être de faire votre métier aussi? Le fait d'être maman, ça transforme quand même énormément une femme. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Disons que j'ai fait des enfants en pleine conscience, avec l'idée que j'avais besoin de transmettre, que la transmission est quelque chose de fondamental. On en revient à cette idée d'éducation. Mais quand on est concrètement devant ces êtres, il y a quelque chose de plus qui est tout simplement une espèce de bouffée d'amour absolument extraordinaire et qui
qui dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Alors bien sûr que j'ai dans l'idée à chaque fois justement de leur faire passer tout ce que je trouve beau, tout ce que je trouve merveilleux. Qu'est-ce que vous trouvez beau et merveilleux ? Ce que je trouve beau, ce sont des instants, la capacité à comprendre des instants de vie, la capacité à comprendre le monde qui nous entoure. Vous savez, être capable de s'asseoir, de sentir une odeur, de percevoir une lumière, de savoir qu'on est là, ici et maintenant, et que l'on vit pleinement cet instant. Ça, c'est la plus grande richesse qui soit. Le fait de croquer dans une pomme et de comprendre ce que c'est que cette pomme, le goût qu'elle a, de trouver les mots pour mettre sur ces sensations et de prendre du plaisir à ça. Je crois que tout à l'heure, je parlais de l'immanence, c'est ça, c'est cette idée que finalement, si Dieu existe, il est là. Il est dans cette façon que nous pouvons avoir de tout à coup être en parfaite fusion, en parfaite harmonie avec le monde qui nous entoure et de nous sentir appartenir à cette totalité. Et j'imagine que vous vous posez comme tout le monde des questions un peu sur le pourquoi on est là, pourquoi on est sur Terre. Vous avez quelle réponse, vous ? Malheureusement, je n'ai pas de réponse et c'est absolument vertigineux. Non seulement, évidemment, pourquoi nous sommes là, mais vers quoi nous allons. Vous savez, c'est absolument effrayant aussi de mettre des enfants au monde et de se dire que le monde dans lequel nous vivons là est plutôt apaisé, mais que ça peut très bien ne pas durer, que la souffrance humaine a toujours existé. Enfin, plutôt apaisé quand on habite en France, parce que... C'est ce que je dis. Quand plutôt on habite apaisé ailleurs, ici, maintenant. Plus compliqué, oui. Voilà, mais la souffrance, elle est là. Et quel sens a cette souffrance ? Comment on peut justifier de quelque manière que ce soit la souffrance d'un être vivant, en général, d'un enfant en particulier ? Vous voyez, tout ça, c'est quelque chose d'épouvantable. Quand on réfléchit, quand on se projette dans l'histoire humaine, ce qu'a été la vie des êtres humains, nous sommes effroyablement favorisés. Nous avons une chance absolument folle que nous ne percevons même plus. Mais ce qu'a été la vie de tous ces milliards d'êtres humains qui nous ont précédés, c'est quelque chose d'indéfinissable. Et la mort, terrible. justement, vous avez je ne sais pas, quel rapport avec la mort ou... J'ai tendance à penser, comme Montaigne, que la mort s'apprivoise et que comme il l'écrit dans les essais, qui apprendraient aux hommes à mourir, leur apprendrait à vivre. C'est-à-dire que c'est parce que nous pensons à la mort, parce que nous vivons avec elle, parce que nous réfléchissons à ce qu'elle est, que nous pouvons vivre dignement. Nous sommes dans une société qui a tendance à évacuer la mort. La mort n'est plus un phénomène social, nous ne l'intégrons plus, au contraire, nous ne voulons surtout pas y penser. Oui, on la laisse dans les milieux aseptisés des hôpitaux déjà, et après on fait tout pour rester jeune. Voilà, ce qui est à mon avis une aberration. Ce qui définit l'être humain, c'est la conscience de sa finitude. C'est de savoir que nous allons mourir un jour. Vous avez conscience de votre finitude ? Vous arrivez à faire ce travail dont vous parlez ? Non seulement ça, mais je pense en permanence à ce qui pourrait arriver, à ceux que je pourrais perdre, à ceux qui pourraient me perdre. Et c'est quelque chose qui fait partie aussi de la façon dont on conçoit la vie, dont on Et il ne vous manque pas une espérance quand quand vous y pensez, justement, parce que vous débouchez sur quoi quand vous y pensez ? Quelqu'un qui croit, qui a la foi, qui croit en Dieu, débouche sur quelque chose, j'allais dire, de concret, une vie après la mort, ou en tout cas une espérance, même si on a du mal à y croire, une espérance. Vous débouchez sur quoi ? Je débouche sur le fait que je suis une partie de ce monde et que le jour où j'aurai disparu, peut-être qu'il y aura quelque chose, mais même s'il n'y a rien, les atomes dont je suis constituée reviendront à ce monde et repartiront dans un cycle, que je serai brin d'herbe, que je serai ensuite cette vache qui broutera ce brin d'herbe et qui nourrira son veau avec ce lait. C'est-à-dire que nous appartenons à la nature. Et puis, je serai surtout ce que j'aurai transmis à mes enfants, ou à d'autres d'ailleurs, ce qui sera passé, ce que j'aurai laissé. Ça sera peut-être très éphémère. En tout cas, un héritage, quoi. Héritage. Le pari de Pascal, ça ne vous tente pas ?
Bien sûr, mais finalement, pour moi, ça n'est pas si important que ça, dans la mesure où je crois encore une fois que j'ai une conception, on va dire, très panthéiste des choses. Mais c'est ce qu'on entend dans effectivement ce que vous dites. Donc le pari de Pascal ne répond pas aussi bien que le fait justement cette conception qui consiste à dire que je suis une partie d'un tout et qu'il y a une harmonie du monde qu'il faut ressentir et qu'il faut percevoir. Natacha Polony, petite surprise dans cette émission. Nous avons des invités qui sont passés avant vous. L'émission existe depuis 9 ans, donc vous imaginez bien que tout un tas de personnes prestigieuses sont venues là. Et il y a peu de temps, on a reçu une chanteuse que moi j'aime énormément et qui voulait vous poser une question. C'est une rubrique qui s'appelle De VIP à VIP. Je crois que vous allez la reconnaître. On regarde. Natacha, en une seule saison, vous êtes devenue une star internationale. Vous êtes une femme reconnue maintenant dans la rue. Est-ce que vous avez déjà pensé à l'après On n'est pas couché? Alors, on a reconnu Diane Tell, avec qui on a fait une super émission, qui était venue avec sa guitare et qui est une grande amie de Laurent Ruquier. Voilà, donc elle avait envie de vous poser cette question-là. On a parlé en début d'émission de la vie avant Ruquier. Y aura-t-il une vie après Ruquier? Évidemment que la réponse est oui, mais alors, réponse à Diane Tell. La réponse, c'est que j'ai commencé justement à construire des choses, à écrire avant On n'est pas couché. Je continuerai après, dans la mesure où je crois que la télévision est quelque chose finalement d'assez éphémère et qu'on peut y faire quelque chose d'intéressant à partir du moment où on sait que ça n'est que de la télévision et qu'on ne se croit pas très important. Donc il est beaucoup plus important pour moi de continuer à vivre, à écrire des livres dans lesquels justement je pourrais faire passer quelques idées, quelques conceptions. Oui, mais vous savez comme moi que quand on a goûté à la télévision, vous avez beaucoup vu aussi, notamment en 2010 dans l'émission Ce soir ou jamais de Frédéric Tadei, vous étiez l'invitée la plus récurrente d'ailleurs cette année-là. On s'habitue quand même aux lumières des plateaux, au fait d'être exposé, de pouvoir exprimer librement ses idées, que ça va toucher quand même des millions de Français. Bien sûr. Voilà, si, Il y a évidemment une tentation narcissique. Je pense, en même temps, justement, il faut avoir conscience que tout ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Allez, ça y est, On n'est pas couché va s'arrêter alors. Je n'en sais rien. Ah, yeah, on a la réponse. Je ne suis pas au courant. Non, ça, voilà. ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et peu importe, parce qu'il faut être prêt à ça, mais de même qu'il faut être prêt justement à se détacher de tout. Je pourrais un jour, éventuellement, aller cultiver mon jardin et vous vivre... Vous quoi d'une année sabbatique? Mais totalement, je veux dire, vous n'écrivez pas d'articles dans le Figaro, vous n'écrivez pas de livres, vous n'êtes pas à la télé. Vous faites quoi d'une année sabbatique? Alors, une année sabbatique... Enfin, je ne pourrais pas ne pas réfléchir à un livre ou travailler à écrire, parce qu'au contraire, l'idée, ce serait d'enfin avoir le temps de me consacrer à cela. Mais le faire, justement, loin de tout, loin de l'agitation, je pourrais très bien, et je pense que sans doute un jour je le ferai, quitter Paris et aller vivre, justement, dans un endroit où je pourrais enfin prendre le temps. Parce que je crois que le luxe, c'est ça. C'est de prendre le temps et d'être capable de se concentrer sur des choses qui sont moins futiles, moins superficielles, même s'il y a une noblesse dans le travail de la télévision. Faire passer des idées et essayer modestement de se faire le porte-voix de quelques personnes qui n'ont pas la parole, je trouve ça extrêmement important et extrêmement noble. Mais encore une fois, pour se préserver de tout narcissisme, il vaut mieux justement avoir autre chose et avoir dans l'idée qu'on peut abandonner tout du jour au lendemain. Vous pourriez faire des livres aussi sur... Enfin, ça avait déjà commencé, il y avait déjà eu L'homme et l'avenir de la femme. Vous pourriez faire un livre, La femme et l'avenir de l'homme. Vous avez été en charge des questions féministes, hein, me semble-t-il. C'était quand vous étiez dans la campagne Jean-Pierre Chevènement, donc c'était à ce moment-là, en 2002. Ouais. Mais l'homme et l'avenir de la femme, j'écris homme avec un grand H. Oui, voilà. C'est-à-dire que la thèse du livre, c'est thème. d'expliquer que c'est en repensant un véritable humanisme qu'on peut rénover le féminisme. C'est-à-dire que le féminisme tel qu'il est aujourd'hui est devenu quelque chose d'assez parfois ridicule. En tout cas caricatural. Exactement. Voilà. Et je pense, moi, que c'est en remettant
l'être humain dans toute sa dignité au centre de notre société que nous pouvons ensuite commencer à réfléchir au rapport entre l'homme et la femme. Oui, puis à redonner une certaine noblesse aussi au féminisme qui a sa noblesse. Hein. Mais bien entendu. Il y a 2 livres à côté de vous, alors des livres, presque des pavés, on va dire quand même. Alors ce ne sont pas des livres de femmes, mais c'est pas grave du tout, ce sont quand même 2 grands auteurs, j'arrive à lire à peu près à l'envers. Il y a du Saint-Exupéry et du Victor Hugo. Qu'est-ce que vous nous avez amené là? Parce qu'on parlait de littérature et de prendre le temps d'écrire. Mais oui, mais parce que ce sont des livres qui ont beaucoup compté pour moi. Alors j'aurais pu en amener beaucoup d'autres parce que je me promène toujours de toute façon avec des textes que je connais, des poèmes que je me récite quand j'en ai besoin. Mais c'est vrai que ceux-là sont assez particuliers. Citadelle notamment, qui est un livre qui est assez peu connu, totalement méconnu. C'est-à-dire qu'en gros, Saint-Exupéry souffre de l'effet Petit Prince, personne ne va lire le reste. Ce livre-là, c'est celui qu'il écrivait au moment où il est mort, qu'il n'a pas pu achever. Donc c'est une espèce de méditation d'un roi sur son peuple. Et c'est d'une beauté absolument totale, parce que justement, c'est d'une sagesse incroyable. On peut en extraire éventuellement Bien sûr. quelques phrases. Notamment une phrase qui, si vous regardiez, il est souligné d'à peu près partout. Mais vous voyez, il y a notamment un passage où il réfléchit sur le sens des choses. Car j'ai découvert une grande vérité, à savoir que les hommes habitent et que le sens des choses change pour eux selon le sens de la maison. Et que le chemin, le champ d'orge et la courbe de la colline sont différents pour l'homme selon qu'il compose ou non un domaine. Car voilà tout à coup cette matière disparate qui s'assemble et pèse sur le cœur. Et celui-là n'habite point le même univers qui habite ou non le royaume de Dieu. Et qu'ils se trompent les infidèles, qui rient de nous, et qui croient courir les richesses tangibles, quand il n'en est point. Car s'ils convoitent ce troupeau, c'est déjà par orgueil, et les joies de l'orgueil elles-mêmes ne sont point tangibles. Ainsi de ceux qui croient le découvrir en le divisant, mon territoire. Il y a là, disent-ils, des moutons, des chèvres, de l'orge, des demeures et des montagnes, et quoi de plus ? Et ils sont pauvres de ne rien posséder de plus, et ils ont froid. Et j'ai découvert qu'il ressemble à celui-là qui dépaisse un cadavre. La vie, dit-il, je la montre au grand jour, ce n'est que mélange d'eau, de sang, de muscles et de viscères. Quand la vie était cette lumière des yeux qui ne se lit plus dans leur cendre. Quand mon territoire est bien autre chose que ces moutons, ces champs, ces demeures et ces montagnes, mais ce qui les domine et les noue, mais la patrie de mon amour. Et les voilà heureux s'ils le savent, car ils habitent ma maison. Et les rites sont dans le temps ce que la demeure est dans l'espace, car il est bon que le temps qui s'écoule ne nous paraisse point nous user et nous perdre comme la poignée de sable, mais nous accomplir. Il est bon que le temps soit une construction. Ainsi, je marche de fête en fête et d'anniversaire en anniversaire, de vendange en vendange, comme je marchais enfant de la salle du conseil à la salle du repos, dans l'épaisseur du palais de mon père, où tous les pas avaient un sens. Il y a un côté très poétique dans sa manière de... On retrouve le côté méditatif aussi de Saint-Texte. Mais alors, très poétique aussi. Et tout ce livre est fait de ce genre de réflexion. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous disais que je n'étais pas croyante, ou qu'en tout cas je ne savais pas, je ne suis pas matérialiste pour autant. Et ce ça se sent. D'ailleurs, on vous sent tout ému. Oui, parce que c'est un texte que je trouve d'une beauté extraordinaire. Et il y a une phrase dans ce livre qui est en quelque sorte la devise que je me suis donnée. Ah, qui est ? Invente un empire où simplement tout soit fervent. Et ça, je crois que c'est sublime. Invente un empire où simplement tout soit fervent. Ah, c'est magnifique. Oui. Et alors, l'autre livre que vous nous avez amené, le Hugo. Les Travailleurs de la mer. Là aussi, c'est un livre qui est très méconnu. C'est-à-dire que ça fait partie, en gros, les 2 romans qui, pour moi, sont les plus extraordinaires de Victor Hugo sont ceux qu'il a écrits à Guernesey, Les Travailleurs de la mer et L'homme qui rit, qui sont des romans qui, justement, sont en fait des romans poèmes, où il prend la figure du poète mage qui réfléchit sur le sens de la création, sur l'existence du mal. Et dans Les Travailleurs de la mer, donc en gros, pour faire ce qu'on appelle le pitch aujourd'hui, c'est-à-dire le résumé, un homme se bat contre les éléments, l'océan, la mer, les rochers, pour gagner le droit d'épouser celle qu'il aime. Et il réussit à vaincre les éléments, mais il ne réussit pas à vaincre le cœur humain puisque celle qu'il aime ne l'aime pas. Et ce livre-là est un livre qui donne évidemment l'occasion de réfléchir justement sur ce que c'est que ce déterminisme qui pèse sur les hommes, le destin, la fatalité, comment on peut s'en affranchir, puisque cet homme justement décide de s'en affranchir. Et il y a évidemment des passages... Comment reconquérir sa liberté finalement. Bien sûr. Et il y a des passages qui sont absolument extraordinaires, notamment un moment où évidemment le personnage principal, Gilliatt, est seul sur un rocher à lutter contre les éléments. Et donc Victor Hugo le décrit
il devient quasiment lui-même rocher, c'est absolument épouvantable, pour essayer de sauver une machine à vapeur, pour gagner le droit donc d'épouser celle qu'il aime. Et là, Victor Hugo écrit « Flamme superbe, la volonté visible. L'œil de l'homme est ainsi fait qu'on y aperçoit sa vertu. Notre prunelle dit quelle quantité d'hommes il y a en nous. Nous nous affirmons par la lumière qui est sous notre sourcil. Les petites consciences clignent de l'œil, les grands jettent des éclairs. Si rien ne brille sous la paupière, c'est que rien ne pense dans le cerveau, c'est que rien n'aime dans le cœur. Celui qui aime veut, et celui qui veut éclaire et éclate. La résolution met le feu au regard, feu admirable, qui se compose de la combustion des pensées timides. Les opiniâtres sont les sublimes. Qui n'est que brave n'a qu'un accès, qui n'est que vaillant n'a qu'un tempérament, qui n'est que courageux n'a qu'une vertu. L'obstiné dans le vrai a la grandeur. Presque tous les secrets des grands cœurs est dans ce mot « perseverando ». La persévérance est au courage ce que la roue est au levier, c'est le renouvellement perpétuel du point d'appui. Que le but soit sur la terre ou au ciel, aller au but, tout est là. Dans le premier cas, on est Colomb, dans le second cas, on est Jésus. La croix est folle, de là sa gloire. Ne pas laisser discuter sa conscience ni désarmer sa volonté, c'est ainsi qu'on obtient la souffrance et le triomphe. Dans l'ordre des faits moraux, tomber n'exclut point planer. De la chute sort l'ascension. Les médiocres se laissent déconseiller par l'obstacle spécieux, les forts non. Périr est leur peut-être, conquérir est leur certitude. Vous pouvez donner à Étienne toutes sortes de bonnes raisons pour qu'il ne se fasse pas lapider. Le dédain des objections raisonnables enfante cette sublime victoire vaincue qu'on nomme le martyr. Ah, c'est vraiment très très beau. Oui, ça c'est une... Il y a tout un programme de vie. Hein. C'est Bien le sûr. fameux les yeux sur le miroir de l'âme. Enfin, en tout cas, le début du texte. Exactement. On est vraiment. Mais surtout cette dernière phrase, le dédain des objections raisonnables enfante cette sublime victoire vaincue qu'on nomme le martyr. C'est une phrase extraordinaire. Ouais, c'est très très beau. Bah, merci pour ces conseils de lecture. Ah tiens, j'avais oublié l'objet, on n'a pas pensé. Alors nous vivons un drame en direct, il faut quand même vous dire un petit peu comment dire ça. Donc Natacha Polony a un objet culte qu'elle a perdu. Mais c'est pas de ma faute. Non, C'était 3 jours avant je l'émission. l'ai perdu il y a 3 jours. C'est le stylo que j'utilise pour écrire parce que j'ai un côté maniaque. Donc j'utilise toujours le même stylo pour écrire que mon père m'a offert il y a 20 ans. Un stylo à pompe, vous voyez. Oui, même pas de... Non, parce que les cartouches d'encre, c'est trop moderne. Bah, bien sûr. Donc la pompe avec de l'encre grise. Donc vous voyez d'ailleurs sur le petit carnet, parce que c'est toujours le même carnet aussi, le petit carnet. Bien sûr que vous rachetez. Donc, ne les cherchez pas en librairie. Natacha Polony a acheté tous les carnets de ce style-là. Donc ne les cherchez pas. Voilà, et l'encre grise, donc avec la petite écriture maniaque. Et donc j'ai perdu mon stylo et il faut que j'en retrouve un exactement le même, de la même marque. Sinon c'est le. C'est votre carnet de journaliste ? Oui, ça ce sont les interviews que je fais. D'accord, vous n'enregistrez pas les interviews, vous êtes. Non, la seule vous fois où notez. j'ai utilisé un dictaphone, il n'a pas marché. Donc j'ai décidé d'arrêter. D'accord. Ça, c'est vraiment l'objet emblématique du journaliste, hein, ces petits carnets en cuir noir. On a tous à peu près les mêmes et tout de suite à portée de main pour écrire l'idée. Bien sûr, écrire... et puis c'est une taille formidable. Regardez, ça se glisse dans la poche, dans le sac, partout. Et c'est beau. Oui, c'est un bel objet. C'est un bel objet et moi j'aurais du mal à utiliser même pour tous les jours un objet que je trouverais laid ou simplement utilitaire. Là aussi vous lisez Citadelle et Saint-Exupéry explique que les objets purement utilitaires n'ont pas de sens et donc ne nous remplissent pas et que si on construit sa maison simplement pour y vivre, alors quand on meurt il n'est plus rien. Tandis que si l'on construit sa maison pour qu'elle dépasse le cadre de notre propre vie, alors là elle se perpétue. Et là, on a construit quelque chose. C'est une belle idée. On va passer à la dernière partie de l'émission, Natacha. Ça s'appelle le questionnaire inattendu. Un questionnaire avec des questions qui partent dans tous les sens. C'est hyper difficile d'y répondre à votre place. Je quitterai le plateau maintenant. Mais bon, on y va quand même, le questionnaire inattendu. Bon, Natacha Polony est restée avec nous, donc elle va avoir droit au questionnaire inattendu. Quelle est l'odeur de votre enfance ? L'odeur de mon enfance, le parfum de ma maman, parce qu'elle portait toujours le même parfum, qui était l'or bleu de Guerlain, qui a un parfum ambré extrêmement caractéristique, que j'aime énormément. C'est le parfum de ma maman aussi. Mais c'est toujours le parfum de parfum de toutes les mamans de ceux qui nous regardent. Et ça, c'est pour ça que j'adore cette odeur, parce qu'elle est extrêmement rassurante. Ouais. Si vous pouviez faire le dîner de vos rêves, en invitant qui vous voulez, mais des gens qui sont morts il y a peut-être très longtemps, des gens qui n'ont jamais existé, des gens qui sont toujours là, vous inviteriez qui à ce dîner ?
c'est très compliqué parce qu'il y aurait beaucoup de gens. D'abord, ça dépend. Ça peut être un banquet. Hein. Non, parce que pour moi, un dîner, il faut qu'il y ait peu de convives et qu'on partage une émotion gustative, qu'on prenne plaisir à manger et à boire quelque chose. Madame est et à en mariée avec discuter. un critique littéraire, donc ça rigole. Critique gastronomique, qu'est-ce que je raconte littéraire? Ça ne rigole pas à la maison par rapport à ça. Voilà. C'est pas que ça, au contraire, ça rigole. C'est justement ça, c'est qu'on y prend plaisir. Et donc la première chose, ce serait de savoir quel plat avec quel vin. Et ensuite, on met les convives autour qui sauront apprécier cela. D'accord. Et il y aurait des tas de gens, évidemment, que j'aurais envie justement d'avoir Rabelais et de pouvoir parler avec lui de l'humanisme et du plaisir de ce que c'est que de comprendre un vin, de comprendre les sensations qu'on en tire. J'aurais envie d'inviter un homme qui est mort il y a très peu de temps et qui était un homme absolument extraordinaire, Lucien Gerfagnon, que j'aimais énormément et qui était d'une drôlerie, d'une jeunesse. Et je crains malheureusement que nous ne soyons plus capables aujourd'hui de susciter des gens comme ça, parce que une telle masse de culture qui fait, vous voyez, ce qu'il y a d'essentiel et qu'on retrouvait chez Jacqueline de Romilly aussi, c'est cette si grande culture qu'on maîtrise tellement qu'on peut en rire et qu'il y a une forme de légèreté et de noblesse. D'étaler à toutes les minutes. Voilà. Exactement. Voilà. Ça, c'est quelqu'un pour qui j'ai un respect et une admiration absolument immense. C'est quelqu'un qu'on avait eu le plaisir de recevoir à KTO, non pas dans cette émission-là, dans l'Esprit des Lettres, mais voilà, qui était apprécié effectivement partout où il passait. Ah oui, ça reste un dîner en petit comité quand même. Hein. Mais je crois qu'il faut des dîners en petit comité. Alors, j'y inviterai Jacques Puiset, qui est un homme absolument exceptionnel, qui est une sorte de philosophe du goût, qui justement est à la fois philosophe et poète du goût. C'est quelqu'un qui vous fait comprendre pourquoi tel vin et tel plat se marient et vous racontent une histoire, et pourquoi tel repas est une pièce de théâtre à laquelle chacun participe et qui va nous permettre justement de nommer les choses, parce que l'être humain est sur Terre pour nommer. On a découvert plein de choses avec vous. Malheureusement, le dîner va devoir s'arrêter là, parce que l'émission s'arrête là. Les autres viendront pour l'after. Hein. Vous ferez une after quelque part. Je ne sais pas où. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Natacha Polony, pour maintenant? Vous allez sortir de ce studio de télévision, vous allez reprendre votre vie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années qui viennent? Peut-être de ne pas me laisser absorber par le superficiel, le superflu. Alors, fécondité plutôt qu'efficacité. Oui, et profondeur, recherche de l'essence. Et plein de bisous à vos deux petits aussi. Hein. C'est quand même, quand on dit essentiel, profondeur, c'est là que ça se passe aussi. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de venir nous voir sur le plateau de VIP, d'avoir apporté autant de vous sur ce plateau. On vous souhaite, moi je vous souhaite ça, voilà. Je vous souhaite du temps aussi, parce que c'est un sujet qui a été en filigrane dans l'émission. Mais je vous souhaite beaucoup de temps aussi pour vous, pour les vôtres et pour la fécondité de votre travail. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.